Merci. Merci. Aujourd'hui, on va faire place aux belles phrases, aux belles analyses. On va parler en profondeur, de la géopolitique, mais aussi des cérémonies dignes de son nom, ou des cérémonies hautes en couleur, de ceux qui savent valoriser les événements et ceux qui comprennent comment fonctionne le monde. On va faire place aujourd'hui à quelqu'un que vous connaissez déjà parce que soit vous l'avez déjà suivi sur Télé 50 lorsqu'il intervient pour faire des analyses de ce qui se passe dans la sous-région, en Afrique, mais aussi à travers le monde, mais aussi pour les officiels, ceux d'en haut, qui participent à des grands événements, mais c'est lui qui fait le modérateur. N'appelez pas MC, il n'aime pas ça. Modérateur, c'est-à-dire qu'il comprend, il met en musique et il met chacun à sa place. Enfin, chaque événement suivant l'agencement. Notre invité, c'est Henri Désiré Nzouzi, que j'aime présenter comme journaliste, mais professionnel de la communication. Événementielle, non, mais communication tout court. Oui. D'abord, merci de m'inviter. Ça fait plaisir de se retrouver dans un rendez-vous aussi emblématique, aussi suivi. C'est moi qui suis flatté d'être là. N'inversez pas les rôles. Parce que quand je programme cette émission, l'annonce est mise depuis hier. Okay. J'ai beaucoup d'appels de Bruxelles, que vous connaissez bien, de Paris, d'Afrique du Sud. Pour annuler l'émission ou bien Non, pour me donner des éléments sur Henri Nzouzi. Très bien. Est-ce que c'est le même Henri Nzouzi là qu'on voit à Bruxelles dans des salons UP D'abord, qui êtes-vous finalement? Ah là là, c'est une question difficile, existentielle d'ailleurs, dans un monde en perpétuelle mutation où l'image a énormément d'importance et où au fond on a quand même cette obligation de sacrifier à cette tradition de pouvoir se présenter. Je ne veux pas votre curriculum vitae. Non, loin de là. Mais je veux, parce que nous, on a travaillé ici. Bien, j'entends bien. Mais j'aimerais, dès qu'on dit Henri Nzouzi, c'est qui? Je me définis tel que vous le sentez. Je pense être un citoyen du monde qui vit avec son temps, dans son époque, profondément attaché à ses racines congolaises. Absolument. À son pays. Et qui a fait de sa passion un métier. Et d'ailleurs, c'est la définition que je donne de la vocation, c'est lorsque vous faites de votre passion un métier. C'est quoi votre passion? Ma passion, je pense que c'est connecter les gens, c'est promouvoir les choses qui sont essentielles. Et dans le cas d'espèce, c'est une certaine image du continent africain en général, mais de la RDC en particulier. C'est me mettre véritablement au service d'une cause qui me dépasse. Et c'est quelque chose en laquelle je suis profondément attaché. On dit de vous que vous êtes quelqu'un, ça c'est quelqu'un qui m'a dit des États-Unis, et tout à l'heure, il y a 2 heures, il dit Henri Nzouzi, c'est un diplomate, mais un faux méchant. Vous savez dire des choses graves, avec doigté, tellement que vous enrobez les phrases, le moins futé, il ne va pas venir. Vous savez, il n'y a rien de pire que de heurter la sensibilité des gens. Il faut vraiment ménager, il faut parfois composer. C'est le moyen le plus efficace de pouvoir amadouer quelqu'un. Si vous allez au choc frontal, vous n'obtiendrez absolument rien. C'est la cacophonie assurée, c'est une impasse garantie. Et au final, vous n'êtes pas gagnant, vous êtes plutôt perdant. Et vous êtes tiré vers le bas. Donc, je pense que là... Vous n'aimez pas la confrontation? Non, la confrontation est utile, me semble-t-il. Mais lorsque cette confrontation vous tire vers le bas, là, ça devient autre chose. Et malheureusement, je ne suis pas très friand de ce genre d'exercice. Alors, ce soir, vous allez être un peu vrai.
parce que nous, on a commencé à travailler. Regardez si vous allez voir comment nous, on vous perçoit. Enfin, ici à Télé 50. Portrait. Il suffit de l'écouter une seule fois pour devenir fan de son art oratoire combien attrayant. Henri Désiré Nzouzi est un journaliste, influenceur, analyste géopolitique, conférencier et homme des médias. Économiste de formation et ancien diplomate de son pays, la République démocratique du Congo, il est reconnu en tant que fin analyste des questions de géopolitique et diplomatique. Nous inscrivons dans une dynamique qui a été unanimement saluée. Je pense que la RDC a toujours fait montre de bonne volonté pour arriver à une solution de ce conflit, mais on ne peut pas éternellement, je dirais, courber les chines et accepter de pouvoir, comme ça, d'être agressé indéfiniment. Et je pense que la règle du fight and talk sera, à mon sens, à l'ordre du jour. Il parle français, anglais et quelques langues locales congolaises. D'une intelligence fine et très respecté dans les milieux diplomatiques, il est producteur associé du JT diplomatique en RDC, contributeur depuis 12 ans à La Voix de l'Amérique, consultant auprès de Vox Africa et correspondant diplomatique auprès de Medi 1 Télévision. Expert consultant à Egmont Institute depuis plusieurs années, il est depuis 2014 le cofondateur et vice-président du think tank African Diaspora Network in Europe qui promeut un dialogue permanent entre les diasporas africaines et les institutions européennes. Président des Oshola Network, réseau rassemblant les opérateurs économiques, culturels et associatifs afro-péens, il contribue à l'amélioration qualitative de l'image du continent africain en utilisant la culture comme vecteur de communication. Modérateur et conférencier réputé, Henri Désiré Nzouzi est régulièrement invité et sollicité en tant que maître de cérémonie, facilitateur et présentateur d'événements politiques, économiques et institutionnels de haut niveau. Il a à son actif la présentation du sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive en 2021, la Pré-COP 2027 à Kinshasa en 2022, la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie en 2023. International de la francophonie qui nous honore donc ce soir au même titre que tous les invités pour cet événement exceptionnel, vous l'aurez compris, les 9e Jeux de la francophonie ici même à Kinshasa. Et l'investiture du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour un second mandat en 2024. Il a également officié pour le compte de nombreux forums internationaux de premier plan, tant en République démocratique du Congo tels que Sultani Makutano, Expo Béton, Katanga Business, Meeting, Semaine belge, Semaine française de Kinshasa, qu'à l'international, tels que Union africaine, COMESA, Parlement européen, HCR et bien d'autres. Citoyen du monde, partisan d'une société tolérante et ouverte, fervent défenseur du dialogue multiculturel et du partage des valeurs, il est depuis 2019 l'initiateur inspiré des apéros de la diversité et depuis 2021 le concepteur du networking du JT diplomatique. Il s'agit des rencontres de haut niveau organisées à Kinshasa dans les lieux exclusifs afin de connecter les acteurs de la vie internationale actifs en RDC aux différents écosystèmes congolais. Mais quel regard a-t-il sur la vie diplomatique en RDC compte tenu de la crise sécuritaire qui frappe l'Est du pays? Ambitionne-t-il desservir le pays dans la politique active? Que pense-t-il du silence complice de la communauté internationale face à la guerre de l'Est? C'est à toutes ces questions que Henri Désiré Nzouzi va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba et ses dents. JMK Rencontre. C'est une rencontre un peu atypique, hein? Parce que quand on voit tout ça, vous avez tout fait, vous, dans votre vie. Vous savez ce qu'on dit de la vie, hein, c'est un éternel recommencement. Donc, je n'ai
pas le tempérament de quelqu'un qui se satisfait des étapes qui sont franchies. Il faut se On fait dépasser. comment pour faire tout ça? Vous êtes passé par où? Qui vous a connecté? Alors, il y a d'abord Vous êtes initié? C'est quoi? la passion, l'énergie, beaucoup de patience et un intérêt certain pour des matières, des sujets d'intérêt général. Ça va de la diplomatie à la politique, en passant par la culture, l'éducation, une interaction. J'ai eu comme ça dans ma vie, notamment en Belgique, des expériences qui m'ont permis à la fois de fédérer les diasporas, les connecter les unes aux autres, promouvoir l'art, la culture, en m'en servant comme vecteur de communication pour améliorer de manière qualitative l'image du continent africain en général et de la RDC en particulier. Ce n'est pas facile parce que vous vous sentez seul au début, hein, c'est pas toujours évident. Mais je prends toujours l'exemple de la construction européenne qui s'est faite par coopération renforcée. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes un petit groupe pionnier, vous êtes 5, 6, puis vous êtes 9, puis 12. Mais quelqu'un m'a dit que vous êtes un incompris. Vous êtes un peu en longueur d'avance par rapport à beaucoup de choses. Et on ne sait pas vous utiliser à votre juste valeur. C'est peut-être mon côté exigeant. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai parfois la naïveté de penser que les gens me comprennent au même rythme. Et donc parfois je peux faire montre d'intolérance en fait lorsqu'il y a une incompréhension. Parce que je peux effectivement présumer du fait que ceux qui sont en face de moi me comprennent. Alors qu'en réalité il y a des questionnements, il y a des interrogations auxquelles je ne parviens pas toujours à répondre. En tout cas, je m'efforce de le faire. C'est perçu de manière totalement différente, évidemment, en fonction des individus. Mais c'est un travail que je fais sur moi depuis pas mal de temps déjà. Est-ce que Henri Désiré Nzouzi est une diaspora de qualité, contrairement à la majorité des Congolais qui viennent ici, qui sont nommés et qui ne donnent pas meilleurs résultats, ou plutôt qui sont médiocres? J'ai la faiblesse de penser que vous n'avez pas besoin d'accéder à un statut pour agir ou pour faire les choses. C'est vrai qu'il y a ceux qui attendent d'être nommés pour un temps soit peu marqué de leur empreinte, leur passage. Je pense que même si nous n'avons pas tous cette opportunité de faire des choses utiles, lorsque vous êtes en capacité de le faire, ne vous attendez pas à des remerciements, à des félicitations. Faites-le uniquement parce que vous croyez en ce que vous faites. Pourquoi vous ne postulez pas, enfin, vous n'envisagez pas d'être nommé? Pourquoi vous n'êtes pas en quête des nominations, d'ordonnance? Pourtant, vous êtes bien placé, vous avez des bons contacts, vous avez je n'aime pas être enfermé. Des gens qui vous connaissent, qui vous admirent. Je n'aime pas être enfermé. J'ai besoin de liberté dans ce que je fais. J'ai besoin de mouvement. Et Dieu sait que je bouge énormément. Parce que je fais ce que j'aime faire. Et puis, vous savez, ce n'est pas une fin en soi d'être nommé quelque part. On peut servir son pays n'importe où, à tout moment, avec dévotion, avec sincérité. Je ne pense pas qu'il faille des artifices pour cela. Ça ne correspond pas du tout à mon tempérament. Est-ce que vous êtes fier de la diaspora congolaise? Vous avez beaucoup évolué en Belgique. Je dirais qu'elle a ses atouts, elle a ses faiblesses. Non. En termes d'atouts, ma question, oui. Est-ce que vous êtes fier de la prestation de vos compatriotes de la diaspora qui viennent ici? Mais encore une fois, elle a ses atouts et ses faiblesses. Je suis mitigé, disons ça comme ça. C'est-à-dire? Il y a des choses intéressantes. On dit qu'elle a dessus cette diaspora. Elle a dessus à l'époque de Musée. Oui. JKK n'a pas beaucoup utilisé, mais quelques-uns qui ont donné quand même quelques résultats. Bien sûr. Mais elle a beaucoup déçu à l'époque des fascistes. Je pense que le péché originel de la diaspora, c'est celle de revenir au pays avec des certitudes. Certitudes? Oui, il n'y a rien de pire que d'avoir des certitudes. Parce que, d'une certaine manière, lorsque vous vivez très longtemps à l'étranger, vous vous coupez immanquablement d'une certaine réalité. Et quand vous revenez au pays,
vous avez, je pense, parfois la prétention de penser que vous avez un train d'avance sur ce que vous avez laissé au pays, alors que la vie, la vraie, réelle, celle qui n'est pas déconnectée de la réalité, se passe ici. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que c'est l'absence d'humilité. Le fait de venir de l'étranger... Non, il y a beaucoup d'arrogance. Il y a pas mal d'arrogance. Beaucoup de certitude. C'est ce que je disais. Donc, c'est un vrai piège. Parce qu'au fond, on vous attend au tournant. Et à la moindre erreur, aussi infime soit-elle... on balance. Ah ben, on vous ramasse. Mais complètement. Complètement. Mais on dit de cette diaspora, et vous la connaissez d'ailleurs, que ce soit celle du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud, pas très bien formée, pas assez d'expérience dans le métier que vous faites, vous, là, le métier intellectuel, etc. Je ne dis pas que tous, hein, la majorité était plus dans le manuel, hein, dans la pratique. Ensuite, trop d'arrogance, pensant vouloir recréer le fil à couper le beurre. Vous savez, je pense que les médias en général ici accordent beaucoup d'importance à ce type de profil. Il y a des gens qui sont effectivement formés, qui ont des choses utiles à dire, mais qui n'ont pas accès aux médias. On ne les cherche pas. Et les médias s'intéressent au bling-bling. Oui, je pense. Mais c'est un peu dans l'ordre des choses. Les médias doivent vendre. L'oxygène des médias, c'est les annonceurs, la publicité, les sponsors. Et vous avez aussi une ligne éditoriale qui peut être focalisée sur le sensationnel, au détriment de l'essentiel. Je distingue l'essentiel de l'accessoire. Il suffit par exemple d'aller sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux et vous verrez que les posts qui font appel à la réflexion ont beaucoup moins de succès ou d'intérêt que les posts qui mettent en avant la vie privée d'une star qui a des déboires conjugaux, etc. Donc c'est un choix qui est fait. Cela étant, que je respecte ce choix. Encore une fois, vous avez un modèle économique, pas vous, mais certains médias, certains réseaux sociaux qui focalisent essentiellement sur le sensationnalisme. Et effectivement, ça peut être porteur, mais je pense qu'on passe à côté de l'essentiel parce qu'aujourd'hui, en 2024, dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus compliqué, on a besoin de pédagogie, pas de futilité. Alors, je vais vous montrer une dame qu'on appelle Catherine Zuzi-Wambombo. Elle est l'une des premières femmes congolaises à occuper des postes à responsabilité très jeunes. Bourgmestre de la Gombe à 23 ans. 23 ans, à l'âge de 23 ans. Gombe. Et gouverneur de l'ex-Bazaïre à 28 ans. 28 ans. Ouais. Femme exceptionnelle. Est-ce qu'on a la photo de Catherine Zuzi-Wambombo? Qui arrive d'ailleurs bientôt. C'est qui, Catherine Zuzi-Wambombo? C'est ma tante. C'est la grande sœur de feu mon père, paix à son âme, qui nous a quittés, Vincent Zuzi-Moulamba, en 2013. C'est elle, Catherine Zuzi-Wambombo? Oui, tout à fait. Aux côtés du maréchal. Je la qualifie volontiers de la femme politique la plus capée de l'histoire de notre pays. Elle a occupé toutes les fonctions. En fait, la seule fonction qui l'est échappée, c'est la présidence de la République, parce qu'elle a été, à un moment donné, deuxième vice-présidente du comité central, elle a été membre du comité central, elle a été gouverneure de la ville de Kinshasa, la première femme à ce poste. Qui est-elle? C'est une femme profondément passionnée, qui a toujours fait don de sa personne pour l'intérêt général. Elle est issue d'une lignée de politiciens dans la famille. Nous avons mon oncle paternel, Emmanuel Nzouji, qui était très proche de Patrice Emery Lumumba, dont il était d'ailleurs le secrétaire général des jeunesses lumumbistes. Il a été assassiné, exécuté froidement après Lumumba. Ma tante s'est engagée en politique. Elle a creusé son sillon. Mon père a suivi. Après, mon père a également été ministre dans les années 90. Voilà. Qu'est-ce qui explique la longévité de Catherine Zuzi-Wambombo et sa fidélité au maréchal Mobutu? Alors, je pense qu'il y a d'abord la résilience.
lorsqu'il y a eu le changement de régime brutal, elle a été persécutée. Elle a fait la prison. Mais Elle a fait la prison. Elle a fait la prison. Elle est restée 8 mois à Makala entre mai 97 et début 98. Beaucoup de résilience. Elle n'a jamais voulu quitter le pays, contrairement à d'autres qui ont fui le navire et qui, quelques années plus tard, sont revenus par la grande porte en devenant ministre ci, ministre par-là. Oui. Une femme de caractère, de conviction. Qu'est-ce qui imperturbable. explique sa fidélité au maréchal Mobutu jusqu'aujourd'hui? Une identité de vue et je pense aussi l'idée que l'unité nationale est le ciment de la nation. Et ça, c'est quelque chose que le maréchal nous a légué et qui parfois, au fil des ans, a été galvaudé par certains de ses successeurs. Et de ce point de vue-là, on peut dire effectivement qu'il y a une filiation directe et surtout un passage de transmission de témoins et un legs pour la postérité. Est-ce qu'elle a bazardé les MPR? Vous savez, À un moment donné, il dirigeait les MPR République. 1990, le 24 avril, a été un électrochoc pour beaucoup. Lorsque le multipartisme est arrivé, le bateau MPR a commencé à sombrer. Et vous avez vu que certaines de ces têtes d'affiche ont créé leur propre parti. Les Kengo, Voilà. Pai Pai. Et cela a contraint le président à une forme de cohabitation, indépendamment des intermèdes avec Étienne Tshisekedi, lorsqu'il est venu 2 fois à la primature. Mais je pense que ce qui a accéléré en fait, La déchange du MPR. oui, c'est l'arrivée en 97 de l'AFDL et une volonté de se réorganiser lorsque la plupart des Mobutistes ont fui le navire. Elle est l'une des rares, si pas la seule, d'envergure. Parce qu'on l'a vu à Sun City Bien sûr, représenter l'opposition politique. mais c'est normal. C'est Elle normal. était la seule Bien sûr. qui représentait l'opposition politique Bien de sûr. l'intérieur. Bien sûr. Mais elle n'a pas fui le combat, contrairement à d'autres. Vous savez, ce n'est pas une opportuniste. Hein. Elle fait la politique par conviction. Mais elle n'a jamais été, avec les Kabila père et fils, au gouvernement. Si, elle a été ministre de la Solidarité des Affaires Humanitaires. Des dans Osées. Non. De JKK. Oui, tout à fait. Donc, après Sun City, qui a été endossé, évidemment, donc, Oui. l'accord global et inclusif, elle est entrée au gouvernement, dans le schéma 1+4. Oui. Elle était ministre de la Solidarité et des Affaires Humanitaires jusqu'en 2006, année où elle s'est présentée à l'élection Il était présidentielle. candidat président. Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui des Fachi? Ah, mais il faut lui poser la question. Mais je peux déjà vous donner un début de réponse. Oui. C'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. Et une mère a toujours de l'amour pour son fils. Et si elle a, je pense, des conseils... Mais il connaissait bien son père. Oui, bien sûr. Le père des Fachi. Bien sûr. Si elle a des conseils à lui prodiguer, je pense qu'elle le fait volontiers, tel qu'une mère le ferait vis-à-vis de son fils. Revenons à Henri Zouzi. Oui. Vous êtes un homme des relations, un homme d'influence Ah, vous me donnez, ou un homme d'argent? me donnez trop de pouvoir. Non, je pense ni l'un ni l'autre. Encore une fois, lorsque vous êtes convaincu de la pertinence de ce que vous faites, ce n'est pas vraiment le genre de questions que vous vous posez. Vous vous contentez d'agir, même si... Vous avez une grenade d'adresse très, très fournie. Oui, bien sûr, mais vous savez, quelquefois on prêche dans le désert. Ça arrive. Je parlais de la coopération renforcée, vous êtes très peu au début, et quand la mayonnaise prend, ceux qui vous snobaient ou ceux qui hésitaient vous rejoignent. C'est dans l'ordre des choses. Donc moi je pense qu'il faut... Alors vous êtes un homme d'influence ou un homme de pouvoir? Je dirais ni l'un ni l'autre. Je suis un homme tout court, convaincu de ce qu'il fait et qui a l'ambition. Vous ouvrez quelle porte en général? Celle qui consente à Les s'ouvrir. portes des ambassadeurs ou les portes des ministres nationaux? Nous sommes dans un monde global. Nous ne devons exclure personne et nous devons parler
à tout le monde. Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, Oui, tout à dont fait. avec Abdelaziz. J'ai servi 3 ministres successifs Oui. aux Affaires étrangères, Jean-Charles Okoto, Abdoulaye Yerodia et Léonard Sheoki-Tundu. Question. Que pensez-vous de la diplomatie congolaise hier et aujourd'hui? La diplomatie a beaucoup évolué ces dernières années et je pense que nous n'avons peut-être pas été conscients de son évolution, ce qui, dans certains domaines, nous ont mis en retard. Et donc, une mise à jour du logiciel me semble utile. Des choses intéressantes sont faites, mais qui demandent à être amplifiées ou qui demandent à... Soyez direct. Oui, des points. Est-ce qu'on a des mauvais diplomates, mal formés, qui sont en retard d'une autre Disons époque que le renouvellement n'est pas... d'une autre époque? Oui. Est-ce qu'on a des diplomates qui n'ont pas les moyens de faire la vraie diplomatie, les moyens financiers, techniques, voilà, Oui. d'influence? Ou c'est notre centrale qui recrute mal? Ministère des Affaires étrangères, disais-je. Alors, au cours de mes 3 passages, le constat a souvent été le même. Nos diplomates ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur, pour 2 raisons. La première, parce qu'on ne leur donne pas forcément les moyens de pouvoir travailler sereinement. Lorsque vous avez une crise qui sévit, lorsque l'État n'est plus en capacité de pouvoir, je dirais, honorer ses engagements à l'international, comme cela s'est fait dans le passé. Je vous donne un exemple très très simple. Lorsque vous n'êtes pas à jour de vos cotisations dans les organisations internationales, ça se traduit par... Il y a 3 conséquences. La première... On n'a pas la parole. Vous ne prenez pas la parole. Deuxièmement, vous ne votez pas. Et troisièmement, vous vous privez de la possibilité de placer des fonctionnaires, des représentants dans les instances Et on a internationales. souffert de ça. Oui, bien Et sûr. on continue à souffrir de ça. Oui, d'une certaine Et manière. c'est là où Même Kagame si- nous dame le pion. Oui, mais en comparaison n'est pas raison. Je vous explique pourquoi. Nous avons été contraints de repenser notre diplomatie en période de crise, ce qui n'est pas toujours évident parce que l'allocation des ressources devait se faire à la fois pour renforcer notre capacité opérationnelle, là je parle de l'armée évidemment, mais en même temps, au niveau diplomatique, de nous permettre d'aller dans tous les cénacles pour porter la contradiction à Paul Kagame. Mais parfois, Henri Zouzi, on a un directeur, on est suivi dans le monde. Bien sûr. Ce monsieur, quel génie il a, Kagame, Non, il n'a pas de à génie. convaincre les Américains, les Européens. Le président vient de faire un séjour en France, mais on a écouté Macron dérouler le narratif de Kagame. C'est-à-dire, il faut que la RDC en termine avec les FDLR, il faut que les groupes armés qui sont entretenus par la RDC soient désarmés, il faut qu'il y ait le dialogue, alors que nous, on voit les choses d'une autre manière. Mais Kagame... Quel génie il a, Kagame? Non, il n'a pas de génie. Il surfe simplement sur 2 éléments, me semble-t-il, importants. Le premier, c'est les divisions apparentes au sein de la communauté internationale, qui n'a pas le même diagnostic, ni la même analyse de la situation, de ce qui se passe à l'Est. Et la deuxième chose, évidemment, c'est ce fonds de commerce qu'il utilise, celui du génocide. Alors, évidemment, nous sommes tous sensibles à ce qui s'est passé, et c'est effectivement déplorable ce qui s'est passé, mais lorsque pendant 30 ans, vous martelez sans cesse cela en pointant du doigt la responsabilité d'une certaine communauté internationale, vous avez des fissures et des lignes de fracture qui apparaissent. Dites-moi, Rizouzi, Oui. vous êtes un spécialiste, un grand journaliste, comment Kagame peut vendre moins d'1 million des Rwandais, Hutus, Tutsis, etc., mieux que nous qui avons 16 millions de Congolais morts? Notre génocide est 10 fois, 15 fois plus que ceux des Rwandais. La différence, Comment il arrive à vendre alors que nos diplomates... La différence, c'est que lorsque ça s'est produit chez lui, Oui. la communauté internationale était soit témoin, impuissant, soit divisée, soit elle est intervenue trop tard. Mais Et chez nous, chez nous, c'est pire. Alors- nous avons la MONUSCO depuis 20 ans. Oui, depuis 25 ans. Donc ils sont là, ils constatent. Depuis 25 ans, Et effectivement. ils savent aussi, Depuis ils voient, ils 25 ans. pondent des rapports.
Tout le temps. Depuis 25 ans, effectivement. Mais Oui. encore une fois, les stratégies sont totalement différentes. Ceci dit, nous avons un certain nombre de rapports, et Dieu sait qui sont nombreux, qui sont fortement documentés, mais qui n'ont jamais été sérieusement examinés au niveau du Conseil de sécurité. Ce qui me ramène à une réalité brutale. Les États n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, le Rwanda est le 4e contributeur dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU. 4e contributeur. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Qui fournit les troupes. Absolument. Donc ça veut dire que si Kagame s'énerve, il retire ses troupes. Oui, bien sûr. Mais il a des troupes en Centrafrique. Et ces gens-là, ils savaient que il a des Kagame troupes. nous amène des troupes. On Il ne peut a pas, des troupes, on peut pas les il a froisser. des troupes en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle de stabilisation de la Centrafrique. Oui. Il a des troupes au Mozambique, dont la présence est en partie financée par l'Union européenne. Et la France en Et particulier. vous imaginez, Pour protéger imaginez les intérêts français, dont Total. vous imaginez les hésitations que peuvent avoir ces différents acteurs vis-à-vis de quelqu'un qui réussit sous des dehors de gestionnaire, parce qu'on occulte souvent la situation interne qu'endurent beaucoup de Rwandais. Eh bien, il est présenté en modèle. Ce qui a d'ailleurs incité les Britanniques à adopter cette loi incroyable sur le retour des migrants, sur leur expulsion au Rwanda, qui nous est présentée. On les déplace pour venir nous occuper. C'est ça la réalité. Qui est présenté comme un pays d'accueil. Oui. Oui, je l'ai évoqué lors d'un entretien il n'y a pas très longtemps dans un autre média. Le risque, c'est que Kagame puisse, à terme, utiliser ces migrants comme variable d'ajustement Oui. dans la situation à l'Est. Pourquoi je dis ça? Une variable d'ajustement, c'est tout simplement un moyen de pouvoir rétablir un équilibre lorsque vous êtes en situation défavorable. Et effectivement, un repeuplement Ça sera comme le Kosovo. absolument. Et donc, c'est un risque très Donc important. ces gens-là, ils arrivent, Et Kagame leur donne la nationalité, vous savez, il les place chez nous, je suis assez et ils surpris. demandent une autonomie. J'ai été très surpris par le silence des Africains sur cette affaire. Je n'ai pas entendu l'Union africaine se prononcer là-dessus. Je n'ai pas entendu les États d'Afrique de L'EAC. l'Est. Je n'ai pas entendu... alors que moi, je préconise en fait qu'il y ait en tout cas une saisine au niveau de l'Union africaine du comité paix et sécurité. Et pourquoi on ne le fait pas? Que l'on puisse... Mais il faut faire la demande. Pourquoi la RDC ne le fait Il pas? faut faire la demande. Peut-être que à c'est peine en cours. on a protesté quand on a commencé, maintenant que ça se concrétise, silence radio. Il est probable que des initiatives soient en cours. Je n'en sais rien. Mais silence radio. Nous sommes en direct ici. Moi, je déplore le fait qu'il n'y ait pas eu, au niveau du continent africain, une prise C'est au mois de rationnelle. juillet, hein, Tout à le fait. premier vol. Alors, ça doit... Il y a déjà eu deux personnes ont déjà été expulsées. Oui. Ça doit se faire à 3 niveaux. Au niveau régional, continental et international. Au niveau régional, vous avez des instances comme la SADC, comme, dont le Rwanda n'est pas membre. Hein. On oublie SADC. souvent, le Rwanda n'est pas membre de la SADC. Mais passons. Nous avons la CIRGL, nous avons les États d'Afrique de l'Est, nous avons le SENSAD et nous avons le Et COMESA. on n'a jamais saisi tous ces Cette démarche organisations doit pour être s'opposer à ça. Cette démarche doit être faite. Les Nations Unies sont plutôt en pointe dans cette histoire, puisqu'ils ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que l'absence totale de recours, notamment juridique, rendait cette disposition, disons, Mais même attentatoire l'Organisation de l'immigration au- internationale est aux droits contre de l'homme. ça. Même Absolument. HR est contre ça, mais nous, on n'use pas de tout cela pour alerter la communauté internationale. Donc on subira. Ah bon, on n'en est pas encore là. Attendons que les premiers avions arrivent, même si Non, individuellement, vous avez déjà quelques personnes qui ont été On fera quoi concrètement? expédiées. On n'est pas capable de riposter aux Rwandais lorsqu'ils nous bombardent. Non, Qu'est-ce qu'on va faire? Non, je ne dirais pas cela comme ça. Je dirais simplement que lorsque vous êtes dans un processus aussi long qu'une restauration, un rétablissement de l'autorité de l'État dans des zones qui sont occupées par une armée étrangère, vous devez d'abord être sûr des alliés que vous avez avec vous, première chose. Vous êtes en même temps, et c'est ça notre paradoxe, respectueux des dispositions qui sont prises. Je prends un exemple très simple. La feuille de route, on sait que depuis 2022, elle n'est pas respectée. Mais nous avons été les premiers à accepter l'idée d'un cessez-le-feu. Maintenant, ce qui nous rend vulnérables, c'est le fait que la communauté internationale nous traite au même pied d'égalité qu'un pays agresseur, ce qui est totalement inacceptable. Dites-moi, Oui. Henri Soucy, moi, vous êtes très diplomate, hein, vous enrobez les phrases. Non, je n'en Tout, reviens du tout le monde a compris que C'est la réalité. vous voulez froisser personne. C'est la réalité. Mais Dites-moi. pourquoi on est si faible? On est si faible, si dominé. On crie, on pleure, on se lamente face à un petit pays
qui ne fait même pas la population de Kinshasa. Il y a un plaidoyer qui a été porté par la RDC à l'international et qui a abouti à ce que nous ne pouvions même pas imaginer il y a de cela encore une année. Les condamnations. C'est vrai que ça a pris du temps pour les obtenir. Les condamnations, ce sont les vœux morts. Laissez-moi terminer. Les vœux pieux. Laissez-moi terminer. Sans effet. L'étape la plus importante maintenant, c'est celle des sanctions. Qui ne viendront jamais. Alors, ces sanctions, elles sont de diverses natures et de diverses formes. Vous pouvez agir individuellement sur des personnes en frappant là où ça fait mal, c'est-à-dire en leur interdisant, par exemple, de voyager, en gelant leurs avoirs. Vous pouvez monter d'un cran, et c'est cette étape-là que nous attendons. C'est de sanctionner directement le Rwanda. Mais Henri Zouzi, oui, vous le savez, et tout le monde le sait, que Kagame, c'est rien. Derrière Kagame, il y a l'Union européenne, il y a l'OTAN, il y a... L'OTAN, je ne sais pas. Mais l'OTAN, oui, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la oui, France... au niveau bilatéral peut-être. Oui, oui, l'OTAN. Au niveau bilatéral peut-être. Vous avez écouté la Pologne, ils sont venus là. La Pologne a dit, c'est lui qui agresse l'Ouganda, enfin le Rwanda, nous on fournit le nécessaire. Macron... Les États n'ont que des intérêts. Oui, Macron a dit à notre président là-bas, à l'Élysée, je veux qu'il y ait un dialogue, je veux que l'FDLR soit anéanti, pour ne pas dire neutralisé. Alors que Macron a Total au Mozambique. Bien, mais ce que dit Macron... Total protégé par le Rwanda. Ce que Macron... Pourquoi nous, on ne peut pas voir ailleurs mais alors, que d'aller chez un pays déjà... Vous m'enlevez les mots de la bouche. D'abord, je le répète encore une fois, les États n'ont que des intérêts. Macron est venu ici l'année passée. Oui. Très bien. Le chef de l'État lui a rendu l'appareil. Je vous rappelle quand même que, à l'heure actuelle, la France est en difficulté dans le Sahel. Bien sûr. Chassé. Chassé, comme vous le dites. Oui. Au Mali, au Burkina, au Niger, en vertu du principe selon lequel les États n'ont que des intérêts, il n'est pas anormal que la France veuille, d'une certaine manière, sauver la face avec d'autres partenaires. De la même manière, nous avons ce droit légitime de nous choisir les alliés. Maintenant, il appartient à ces alliés de pouvoir faire la démonstration qu'ils sont sur la même longueur d'onde que nous par rapport à la manière la plus efficace de régler ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas. Dites-moi, vous maîtrisez la géopolitique internationale. Aujourd'hui, la réponse à l'OTAN qui a échoué en Syrie, qui a échoué en Afghanistan, qui a échoué en Libye. L'OTAN n'était pas en Afghanistan, c'était les Américains. On oublie souvent de dire que, en fait, sous couvert de l'OTAN, c'est les Américains. Oui, mais ce sont les Américains les Français étaient... Ils sont physiquement... Les Français étaient en Afghanistan. Les Belges y étaient, les Canadiens y étaient. Oui, c'est l'OTAN. Dans le cadre d'une opération dans laquelle ces pays ont accepté de porter. Mais ce n'était pas sous le mandat de l'OTAN. Kadhafi a été tué par l'OTAN. C'est ce que vous dites. Moi, je sais que les... Oui, tu vois pas l'OTAN. Il y a tous les rapports ont été publiés à ce sujet. Sarkozy a été interpellé, etc. Je vous pose ma question maintenant. Oui, dites-moi. Notre rencontre doit permettre aux Congolais de comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité. Tout le monde se tourne vers la Russie aujourd'hui pour régler des problèmes existentiels. Le Mali l'a fait. Le Burkina fait, le Niger l'a fait, la République centrafricaine l'a fait. Le président a confirmé qu'il sera en Russie au mois de juin, au sommet. Mais pourquoi? Nous avons un ambassadeur extraordinaire qui est en Russie, qui s'appelle Ivan Vangou. Pourquoi on n'utilise pas les canaux russes? Pourquoi Poutine ne peut pas nous aider? Pourquoi on est frileux? Alors, d'abord, ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Niger... Pourquoi on tergiverse? Non, ce n'est pas une question de tergiverser. D'abord, c'est des situations qui sont totalement différentes. Et puis, vous savez, la Russie, à travers notamment certains dispositifs, était déjà active sur le continent, pour des raisons que l'on peut aisément deviner. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de pays qui ont réussi à bousculer les certitudes occidentales sur le continent africain. Et si aujourd'hui vous avez eu une montée en puissance des opinions publiques contre une sorte de présence française ou occidentale,
c'est parce que cette présence s'est beaucoup plus traduite par du mépris, par une manière très condescendante de considérer ces relations, et c'est tout naturellement vers d'autres acteurs, pas seulement les Russes, les Chinois, les Turcs, les Indiens, que se sont tournés ces pays-là. On attend quoi? Mais nous n'attendons rien. Le dernier voyage du président, d'ailleurs, est considéré dans l'opinion comme étant un rendez-vous qui ne peut pas nous apporter des résultats escomptés. De quel rendez-vous vous parlez? En France. Il vient d'être en France. Mais nous entretenons avec la France... Alors que la France a des difficultés financières, nous entretenons des relations en termes de géopolitique, diplomatiques avec ce pays depuis très longtemps. Je rappelle que la semaine dernière, il y a à peine 10 jours, s'est clôturée la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa. On est d'accord. Non, mais précisément. Mais concrètement, oui, mais en termes d'investissement direct, aujourd'hui, c'est combien? On ne peut pas tirer de conclusion, puisque vous savez, comme moi, que dans les investissements directs étrangers, vous avez effectivement un intérêt qui peut être porté sur des secteurs d'activité porteurs d'avenir, je pense à l'agriculture, ou dans les industries extractives qui aujourd'hui constituent l'essentiel de nos recettes et de nos ressources. Mais vous n'allez pas contraindre ou obliger un pays, même s'il est intéressé par votre potentiel, de venir investir. Nous sommes ici dans le cadre d'une relation bilatérale entre deux pays qui entretiennent des relations depuis très longtemps. On est bien d'accord, mais si vous mettez dans la balance les investissements directs français, belges, allez, de l'Europe occidentale tout simplement, par rapport aux Chinois, aux Turcs, aux Indiens, vous oubliez il n'y a pas photo. Avant l'arrivée des Chinois, il y avait qui ici comme partenaire fiable? Ce sont ceux que vous venez de citer. Ils sont partis. Mais non, justement, ils sont partis. Depuis 1990. Ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu pillage. Ce qui s'est passé avec les pays que l'on a cités en Afrique de l'Ouest, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'il y a eu un désintérêt, un désamour, et on se tourne vers d'autres partenaires. J'ajoute par ailleurs que les Chinois, pour ne pas les citer, ont une politique particulièrement agressive sur le continent. C'est-à-dire, quand je dis agressif, ce n'est pas qu'ils font mal, mais simplement qu'ils mettent dans la balance des choses que les Occidentaux ne peuvent pas allier. C'est-à-dire que là où les Occidentaux mettent des conditionnalités, des préalables, comme la démocratie, etc., les Chinois viennent avec une approche beaucoup plus pragmatique. Alors pourquoi on est en retard? Pourquoi notre président attend? Il attend quoi? Mais comment ça, il attend? Pour faire venir les Russes, qui peuvent nous équiper, qui peuvent nous donner les moyens de télécommunication, qui peuvent nous aider aussi avec... Vous aimeriez qu'il le fasse en combien de temps? En 2 jours, 3 jours, une semaine? Mais le Mali, il a fait en combien de temps? Le Burkina a fait en combien de temps? Le Niger a fait en combien de temps? Le Mali est confronté depuis très longtemps à 3 problèmes. Un premier problème d'ordre djihadiste. Oui. Nous aussi. Un deuxième problème... À Béni. Deuxième problème, comparaison n'est pas raison, parce que c'est totalement différent. Une présence française presque suffocante depuis de longues années qui ont contraint ses opinions à se rebeller contre elle. Et puis, troisième chose, la nécessité de pouvoir, au niveau de la gouvernance, changer de modèle, changer de paradigme. Et ce sont ces 3 choses qui ont conduit à ces bouleversements auxquels nous avons assisté. Mais nous, on a la même chose. On n'a pas la même chose. Nous avons la MONUSCO qui est là, enfin Monique MONUSCO, depuis 25 ans. Mais vous n'avez pas comparé la MONUSCO. Aucun résultat. Vous n'avez pas comparé la MONUSCO avec la France. La MONUSCO n'est pas partie prenante dans l'économie de la RDC. Là où la France a réussi à maintenir des réseaux, parfois de complaisance ou d'influence dans ces pays, contrôlant le franc CFA, quand vous avez des réserves qui sont, je dirais, stockées à la Banque de France, vous n'avez pas le même degré de dépendance qu'une MONUSCO, d'une MONUC, qui est arrivée en 99, qui a été transformée en MONUSCO en 2010, et qui par ailleurs a un bilan très peu reluisant. Donc, pour ne pas dire extrêmement négatif. Mais vraiment, je voudrais mettre vraiment ici la différence entre les deux choses. Mais encore une fois, ce sont des processus qui prennent du temps. Notre pays a la liberté, a la souveraineté nécessaire pour pouvoir nouer les alliances qui l'arrangent et qui lui plaisent. Même si cela déplaît aux alliés traditionnels. Nous sommes entrés dans une ère totalement différente. Un exemple très simple. Oui. En 2022, au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, au lendemain de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, à quoi avons-nous assisté? La moitié des pays africains ont soit voté contre ou se sont abstenus. Contrairement à la tradition non écrite qui veut que ces pays s'alignent derrière les blocs occidentaux, etc., on a vu comme ça le début, les prémices d'une fracture géopolitique et stratégique qui a incité certains pays africains à se déterminer. Mais et ce qui aboutit, je termine juste ceci, Jean-Marie Kassamba, ce qui aboutit aujourd'hui
à ce que l'on qualifie volontiers de multi-alignement. Ça veut dire que vous pouvez être allié à un pays, mais désapprouver la manière dont il conduit certaines de ses opérations. Nous avons voté la condamnation de la Russie à l'époque au niveau de l'Assemblée générale, mais cela n'a pas remis en cause la pertinence des liens que la RDC a avec la Russie. Question. Oui. Les autres ont déjà fait l'évaluation qu'avec l'Occident, nos compatriotes continuent à être tués. Nous n'aurons pas de budget pour relancer notre économie. Et nous aurons des difficultés d'investissement majeures. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ils ont levé des options. Pourquoi on tergiverse pour accéder, ou plutôt pour adhérer aux BRICS? Alors, d'abord, le Brésil, cette décision... la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud. Cette décision n'appartient pas à la RDC. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça appartient à qui? Alors, les BRICS, vous l'avez évoqué, c'est bien que vous en parliez parce que j'aime bien ce sujet. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Depuis... Nigeria aussi. Attendez. Égypte aussi. Oui, depuis peu. Oui. Il y a 6 pays qui ont rejoint. Sénégal aussi. L'Algérie aussi. Non, pas le Sénégal, pas l'Algérie. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Et nous, une grande puissance. Et l'Argentine. Énergétique. Attendez, et l'Argentine. Oui. Ces pays remplissaient des conditions que les BRICS ont jugées nécessaires et suffisantes. On n'entre pas aux BRICS comme on entre dans un supermarché. Il y a des préalables. Et les pays que je viens de citer remplissaient ces préalables. Maintenant, puisqu'on parle des BRICS, c'est bien, c'est un élément utile pour pouvoir contrebalancer l'influence occidentale, mais vous savez, les BRICS sont profondément divisés sur beaucoup de sujets. Demandez à chacun des pays du BRICS leur point de vue sur ce qui se passe à Gaza à l'heure actuelle. Tout le monde condamne. L'Afrique du Sud, non pas tous, ils n'ont pas tous la même approche. L'Afrique du Sud, c'est vrai, entretient d'excellents rapports avec Israël, mais désapprouve totalement la politique de l'État hébreu vis-à-vis notamment des Palestiniens. De la même manière, sur le dossier ukrainien, les Indiens n'ont pas la même posture que la Chine par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et vous avez... Mais les Indiens sont avec Poutine. Vous avez des... Les Chinois, là, le Xi Jinping est arrivé en France aujourd'hui. Mais si... Il est avec Poutine. Oui, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais nous, pourquoi on tergiverse encore d'adhérer aux BRICS? Non, le problème n'est pas d'adhérer aux BRICS. Le problème, c'est d'abord d'être dans les conditions d'adhérer aux BRICS. Oui. Et surtout, et ça c'est très important, que nous fassions effectivement la démonstration que nous pouvons aujourd'hui, compte tenu de la situation, intégrer ce bloc important. Aujourd'hui, nous avons d'autres défis, me semble-t-il, plus importants que d'adhérer aux BRICS. Lesquels, économiquement parlant? Déjà, il faut assainir l'économie, il faut restaurer l'autorité à l'est de notre pays. Ce sont des chantiers importants. On nous fait parfois le reproche de ne pas suffisamment être proactif par rapport à certaines situations. Mais on ne doit pas le faire dans une sorte de tempérament de suivisme parce que d'autres le font. Un dernier élément, si vous le permettez. Vous comparez la RDC avec les pays qu'on a évoqués tout à l'heure, le Burkina, le Mali, le Niger. Qui sont pas morts. Est-ce que vous pensez que nous avons la même importance géopolitique et stratégique que ces pays-là? Est-ce que vous pensez que nous avons le même potentiel économique que ces pays-là? Est-ce que vous pensez que l'intérêt que suscite une certaine communauté internationale, parfois mal intentionnée, vis-à-vis de notre pays, est le même intérêt que ces pays-là? C'est pour ça qu'on a peur. On n'a pas peur. C'est à nous de nous déterminer. Et là où je vous rejoins, c'est que nous devons, à mon sens, et j'ai toujours plaidé pour cela, pour que nous soyons plus proactifs dans ce que nous faisons. Ne nous contentons pas des condamnations. Une fois que nous obtenons ces condamnations, essayons d'anticiper. Assurons le service après-vente. N'hésitons pas à utiliser les mêmes armes que nos adversaires. Et je serais même tenté de vous dire que parfois, en diplomatie, la transgression fait bouger les choses. Dites-moi, pourquoi on ne peut pas faire du chantage comme les autres? Kagame, à chaque fois, il menace de quitter la francophonie. Il avait même quitté d'ailleurs, il a même mis l'anglais comme langue officielle, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Oui. À un moment donné, il a même chassé des ambassadeurs chez lui. Au nom de ce Mais on vient de supplier, nous on est membres de la francophonie, jusqu'à maintenant,
À moins que je me trompe. Alors, La dame ce que l'on qui peut est déplorer, rwandaise n'a jamais ce que l'on peut félicité déplorer, officiellement. Elle n'était même pas venue à l'événement le plus important que vous avez présenté. mais elle n'était pas invitée, hein, déjà. Justement. Ça fait la différence. Oui. Mais ce que l'on peut effectivement reprocher à la francophonie, Oui. c'est qu'il n'y ait pas eu une position claire et commune sur deux pays membres en conflit. En l'occurrence, l'un qui en a envahi un autre. Et c'est comme si... Mais c'est l'influence de Kagame. Comme si c'était en perte et profit. Oui. La présence de Mushikiwabo à la tête de l'OIF Oui. est la conséquence du rapprochement spectaculaire de Paris vis-à-vis du Rwanda. Paris a pensé solder ses comptes avec Kigali en facilitant... C'est secrétaire général à Absolument. Kagame. Mais de la même manière, on ne peut pas se contenter de dire que Kagame ceci, Kagame ceci, Kagame cela. Nous devons aussi, nous, mettre en place des stratégies. Justement, c'est pour ça que je reviens chez nous. Pour pouvoir parvenir à de bons résultats. Si vous avez demandé d'écouter l'homme politique congolais, Abdoulaye Wade avait dit, lorsqu'on l'avait vu venir ici, alors qu'il était encore opposant, il a dit au Congo, il n'y a pas d'homme d'État. Vous l'écoutez à combien la classe politique de notre pays? Je répondrai plutôt par ceci. Celui qui pense à la génération suivante et pas à ses jours meilleurs, celui qui privilégie l'avenir et non pas ses intérêts, celui-là, il est effectivement digne de confiance. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ce type de profil est malheureusement très rare dans notre pays. Là, vous avez fait une appréciation générale. Mais bien sûr. Si vous êtes demandé... Je ne serais pas... Aujourd'hui, la diaspora congolaise est devenue hostile oui. à notre président, hostile à nos... Hostile à notre président, je ne sais pas. Hostile, je ne sais pas. On a vu le spectacle à Paris. Elle peut se montrer... Alors, vous savez ce qui s'est passé à Sciences Po à Paris la semaine dernière? On a vu des drapeaux palestiniens à l'extérieur. Même à New York. Oui, attendez, mais restons à Paris si vous le voulez bien. Il y a combien d'étudiants à Sciences Po? 15 000. Mais 150 ont pris des drapeaux, écrit des calicots, etc. Et avec l'effet loupe que les médias parfois réussissent à faire, ça nous donne... Waouh! Donc vous relativisez maintenant ce qu'on a vu à Paris. Mais je relativise évidemment. C'est la conséquence d'agissements de groupuscules minoritaires qui ont réussi à faire le buzz, puisque les médias adorent le buzz. Et donc, il y a eu l'effet miroir, l'effet loupe, ce que vous voulez, et c'est normal. Mais je ne pense pas qu'il faille généraliser. Vous savez, il est normal qu'il y ait des antagonismes, qu'il y ait des oppositions. Mais lorsque vous donnez beaucoup d'importance à cela, ça pose un problème. Un dernier élément, si vous le permettez, Jean-Marie, c'est très important. Oui. On nous parle de djihadisme aujourd'hui, on nous parle de salafisme, on nous parle de wahhabisme, etc. Mais quand est-ce que les médias vont accorder la parole à des musulmans modérés? Quand est-ce que ces gens auront... Mais c'est très rare, parce qu'on focalise sur ce qui fait du bruit, tout simplement. Et si on donne la parole au bon sens, si on privilégie... Sur le Bouquetcho, là, comme je l'ai cité comme ça, il va couper cette partie. Il faut faire des choix, il faut faire des choix. Tout simplement. Est-ce qu'il est représentatif d'abord des Congolais? Enfin, allez, revenons aux choses sérieuses. Dites-moi. Je vous trouve très prudent. Non, ce n'est pas de la prudence, c'est du réalisme. Lorsque je vous pose la question sur la classe politique mais je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Oui, mais... Vous voulez des noms, c'est ça? On vient de suivre... Vous voulez des noms? Non. On vient de suivre le dernier processus électoral. Oui. Corruption. Oui. On vient de faire 6 mois sans gouvernement. Tout le monde est unanime là-dessus, oui, bien sûr. 6 mois sans institution. Oui. Ni parlement, ni gouvernement. Mais vous savez, en 2019, quand est-ce que le gouvernement a été mis sur pied? Au mois de juin. Donc on est dans la moyenne. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous êtes fier de ça? Non mais attendez, Ilunga Ilunkamba a été nommé en juin 2019. Non, c'est pas que je suis fier de ça. Mais vous savez très bien que même si on n'a pas encore les bureaux définitifs du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc., techniquement, rien ne s'oppose à ce que l'on puisse former ce gouvernement. Nous avons déjà une première ministre qui a été nommée, je le rappelle, le 1er avril. Certains ont même pensé que c'était une blague. Et là, on a nommé 2 mois avant, en 2019. C'était au mois de juin. Là, nous avons eu une première ministre... Mais qui ne fait rien.
Alors, non, mais écoutez, elle a consulté. Maintenant, Elle a fait 2 fois le travail de Kabouya. il y avait d'autres échéances, puisque nous devions compléter l'architecture institutionnelle de notre pays. Il fallait élire les gouverneurs de province, il fallait élire les sénateurs, c'est chose faite. Maintenant, il faut installer le bureau définitif du Parlement et du Sénat. Quand je dis que techniquement, on peut nommer un gouvernement, il faut savoir que tant qu'on n'aura pas ces bureaux définitifs, il faudra laisser le temps à ce gouvernement formé de préparer son discours de politique générale. Et à ce moment-là, cela pourra se faire effectivement lorsque le Parlement se réunira en session ordinaire. Dites-moi. Oui. On dit que l'homme congolais ou le politicien congolais est un opportuniste, un jouisseur. Aujourd'hui, il y a un autre mot qui s'est ajouté. Ce n'est pas une spécificité congolaise. Il faut qu'on se mette d'accord. Je vais ajouter les 3e mots. Allez-y. Frappeur. Okay. Vous êtes choqué par les scandales à succession dans notre pays. Bien sûr. Et je regrette. Mais vous ne les dénoncez pas. Non, le problème n'est pas de dénoncer, le problème c'est de sanctionner. C'est-à-dire que quand l'appareil judiciaire est en capacité de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas qu'il y ait de demi-mesure. Voilà, moi j'en appelle... Qui doit sanctionner? La justice. Pas le président. Mais le président, il est le garant des institutions. Donc, il ne va pas se substituer à la justice. Il ne peut pas se mêler du processus judiciaire. Il est garant de la Constitution. Donc, si la justice fait son travail, si les enquêtes sont menées sérieusement, s'il y a des éléments à charge suffisamment étayés, voilà. Mais on peut regretter effectivement que cela n'aille pas assez vite. Dites-moi, est-ce que dans la sous-région, oui, aujourd'hui, CRGL, CAC, l'EAC, est-ce qu'on nous respecte encore? RDC? Oui, je pense qu'on nous respecte. Je pense qu'on nous respecte. Oui, explication? Nous sommes membres, et je rappelle que nous avons assumé la présidence en exercice ces 2 dernières années de la CIAC et de la SADC. Donc si nous n'étions pas respectés, nous ne serions même pas élus. Mais pourquoi aucune décision n'est pas suivie des faits? Alors, nous sommes dans un cadre... L'EAC est venu, aucun résultat. Alors, le président est même mécontent d'ailleurs. Je peux tenter SADC, une explication. Le président Ramaphosa est en train de fricoter maintenant, c'est les termes avec Kagame, pour relativiser la présence de la SADC. Oui. CAC, on entend à peine. Et d'ailleurs, le président angolais joue maintenant, comme Macron l'a dit, les sapeurs-pompiers. Le respect est à quel niveau? Les États n'ont que des intérêts. Mais justement, le respect est à quel niveau? Nous avons 2 processus concomitants. Luanda et le processus qui est piloté par l'ancien président kényan. Et ces deux processus, effectivement, ont connu des ratés. Lorsque l'EAC est venu, lorsque la force régionale est-africaine a été déployée, on a très vite compris que culturellement, il y aurait un vrai souci avec des troupes qui sont culturellement, encore une fois, qui ont beaucoup plus d'affinité, au fond, avec notamment le Rwanda, et que par conséquent, il n'y avait pas de résultat tangible à espérer de ce côté-là, à l'exception notable du Burundi et à l'exception notable du Soudan du Sud. Ayant fait le constat du caractère inopérant de ce processus, nous nous sommes tournés vers une structure qui déjà... On a dit on a fonctionné par essai-erreur. Non, écoutez... On tente avec l'EAC en sabordant la SADC. Ça ne fonctionne pas. Le talon d'Achille... On laisse, on va à la le talon d'Achille chez les Burundais. Ça ne marche pas avec les Burundais. Le talon d'Achille de l'EAC, ça a été l'absence d'un mandat clair. C'est important de revenir là-dessus, parce que parfois il faut... On a laissé les gens venir sans programme. Si vous voulez donner du crédit et du poids à une force de maintien de la paix, ou une force qui est destinée notamment à neutraliser les forces négatives, vous devez au moins obtenir l'assentiment ou l'endossement, soit des Nations Unies ou de l'Union africaine, au niveau notamment du comité paix et sécurité. Il y a parfois des étapes que nous ne prenons pas la peine de franchir. Pourquoi? Et nous devons nous montrer attentifs. Donc on n'a pas de bons diplomates. Non, le problème n'est pas situé à ce niveau. On n'arrive pas à mûrir le niveau. Non. Les processus. Le problème, voilà, c'est ça qui est important en fait. Les diplomates, nous en avons. Je répète encore une fois, je plaide pour une revalorisation.
Je plaide aussi pour la méritocratie, parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années, et moi je l'ai vécu moi-même étant... il y a beaucoup de complaisance au ministère des Affaires étrangères. Il y a de tout temps, il y a toujours on nomme trop les frères. De tout temps, il y a toujours eu de la complaisance. Ce n'est pas nouveau. Simplement, il faut une prise de conscience sur la manière la plus efficace de changer les choses. Et vous savez, quand on passe d'un ministre à un autre, il faut que nous ayons la culture de la continuité et non pas la culture de la rupture. D'effacer les tableaux. Exactement. Nous devons rester dans la continuité parce que les engagements qui ont été pris restent les mêmes. Quand vous changez de président en France, aux États-Unis ou ailleurs, ils sont comptables effectivement de ce qui a été fait au préalable. Il peut y avoir des ajustements. Quand Trump est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de sortir, je dirais, du dialogue qui avait été instauré notamment avec l'Iran. Il est sorti de certaines dispositions de la COP, etc. Donc ça, c'est par rapport à sa sensibilité idéologique, mais globalement, nous sommes dans une forme de continuité. Quelles sont les chances que vous donnez à Judith Toulouka? Mais attendons d'abord qu'elle soit investie et qu'elle commence à travailler. Parce que... Vu son profil et les enjeux. Mais est-ce que vous auriez posé la même question à un homme s'il avait été nommé? Non, mais la dame ici, oui, est-ce qu'elle a la chance de relever les défis à court et moyen terme? Ça fait beaucoup de questions. Hein. Non, moi, je lui accorde le bénéfice du doute, d'abord. Oui. Je pense qu'elle a été une bonne ministre du plan. Moi, je suis surtout soucieux du caractère fair play de certains acteurs importants de l'Union sacrée. S'ils veulent privilégier la réussite du second mandat du chef de l'État, alors je conseillerais vivement à ceux qui pourraient éventuellement avoir du mal à prendre leur mal en patience, d'aider la Première ministre à réussir sa mission. Parce que si elle réussit, ce sera non seulement la réussite du chef de l'État, mais ce sera collectivement la réussite du gouvernement. Caméré peut être un bon président de l'Assemblée nationale. Il a déjà été. Enfin, avec Fachi. Oui, pourquoi pas. En vue de 2028. Mais vous savez, lorsqu'on parle de modification de la Constitution, on sait que... Je ne sais pas si on parle... Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit dans l'esprit du président, qui, de mon point de vue, est un démocrate et qui n'a pas envie de sortir de l'histoire par la petite porte. Je ne pense pas. Ceux qui veulent lui faire commettre cette erreur, me semble-t-il, ont d'autres agendas qui ne correspondent pas à la vision que le chef de l'État a de l'avenir de ce pays. Vous êtes contre? Bien sûr. Qu'on touche à la Constitution? Je suis contre, bien évidemment. Le mandat, il est renouvelable une seule fois. On peut amender certaines dispositions qui peuvent paraître aujourd'hui obsolètes ou désuètes, mais je pense que nous avons une bonne Constitution sur certains points. En tout cas, pour ce qui est du mandat présidentiel, je suggère de ne pas y toucher. Et je pense que ceux qui voudraient le pousser sur cette voie devraient bien y réfléchir. Henri Zouzi, homme d'influence, c'est vous qui le dites. Grand professionnel. Vous avez refusé d'accepter, vous êtes un homme d'argent. Je ne suis pas un homme d'argent. Qu'est-ce qui vous reste à faire dans votre vie? Beaucoup de choses. Notamment. L'homme est en perpétuel devenir. Il faut se réaliser encore et encore. Vous savez pourquoi Jean-Paul Sartre a refusé le prix Nobel? Parce qu'il ne voulait pas que cette étiquette lui colle à la peau toute sa vie. Alors les récompenses, ça fait plaisir. Mais dans le cas d'espèce, c'est un exemple extrême que je donne. Il n'a pas voulu être cantonné à ça. Qu'on ne parle de lui qu'en termes de prix Nobel. Il avait d'autres choses à faire. Moi, je suis dans la même dynamique. J'aspire à faire encore plus et davantage tant que j'aurai la force de le faire. Dites-moi, on dit que vous aimez raconter l'histoire, vous là, du panier à crabes. Oui, c'est vrai. Est-ce que les Congolais sont des crabes? Ah, mais je dirais que dans certaines sphères, nous avons affaire à des paniers à crabes à ciel ouvert. Oui, explication. Bien sûr. Écoutez, c'est l'histoire d'un père qui va pêcher le crabe avec son fils. Et le père dit à son fils, « Fiston, chaque fois que je pêcherai un crabe, tu le mettras dans le panier. »
et la pêche commence. Et malheureusement, le panier commence à se remplir et le fils s'en inquiète. Alors le père le rassure en disant « Ne t'inquiète pas, ça va aller ». Et puis le fils craque et décide de ne plus mettre de crabe dans le panier. Le père éclate de rire. Le fils, interloqué, lui demande « Mais pourquoi ris-tu, papa ?» Et ce dernier lui répond « Regarde bien le panier, qu'est-ce que tu remarques ?» Le fils répond « Le panier, il est plein. Regarde bien. Aucun crabe n'est sorti du panier. Sais-tu pourquoi ? Non. Parce que chaque fois qu'un crabe essaye d'atteindre le bord du panier, tous les autres le retiennent. Et ça, c'est la définition du panier à crabe et de la médiocrité. Lorsque vous privilégiez l'échec collectif au détriment du soutien de ceux qui sont devant et qui peuvent servir d'impulsion. Est-ce que les Congolais sont des crabes? Pas tous. Heureusement. Pas tous. Est-ce que le président est bien entouré? Je pense que c'est une question qu'il faut lui poser, mais je pense que tout est perfectible. Si vous l'avez en tête à tête, lui, oui, vous lui direz quoi? En tête à tête. Il dit, à cœur ouvert, oui. Henri, il aime bien tutoyer les gens. Bien sûr. Il dit, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu penses. Allez. Il vous écoute. Aujourd'hui, quel est votre objectif principal? Et si tel est le cas, comment comptez-vous l'atteindre? Ça suppose des préalables. Et je pense qu'il est le seul à pouvoir répondre à ces préalables. On dit qu'il n'est pas très aidé par son casting. Oui, c'est possible. Et lorsque ce constat est fait, il faut ajuster tout simplement. En effaçant le tableau? Pas nécessairement. Je pense que des arbitrages, des ajustements peuvent se faire, bien évidemment. Vous savez, le deuxième mandat a ceci de très particulier qu'il suscite beaucoup d'espoir. Et lorsque vous avez une vision que vous voulez matérialiser, vous devez vous entourer de ceux qui sont le plus à même de vous aider dans cette tâche-là. Je pense que c'est une réflexion qu'il a déjà commencé à mûrir. Je pense qu'il faut lui donner le temps nécessaire pour y parvenir. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement en attente. Nous avons un bureau du Parlement et du Sénat qui doivent être installés. Je pense que ce temps-là peut être mis à profit pour procéder à des ajustements. L'émission est terminée. Merci de m'avoir reçu. Merci infiniment. Merci Henri. Merci. Désiré Nzouti. Vous avez compris, quand on rencontre des grands hommes, il se livre et il s'est livré. À vous d'apprécier. À très bientôt. Merci infiniment. Merci. À vous aussi. Avec le même plaisir.